Mesdames et messieurs les syndicats, mesdames et messieurs, honorables invités, en ce jour béni du 22 août 2015, c'est un réel plaisir et un privilège pour moi de prendre la parole le premier pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de l'hôtel Yves-Hôtel du Plateau. Honorables invités, aujourd'hui, nous sommes à la restitution du conclave du NPR, appelé le nouveau parti pour le rassemblement. Mesdames et messieurs, honorables invités, je n'avais pas voulu prendre la parole cet après-midi car je suis par principe de ceux qui préfèrent admirer la beauté des événements et des choses pour mieux en apprécier la valeur. Mais il y a des fois, vous êtes obligé de faire violence sur vous-même, et c'est mon cas ce soir dans cette salle de l'hôtel Yves-Hôtel. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est un grand jour pour moi, comme je l'ai dit tantôt, un jour doublement spécial, parce que le conclave est mon anniversaire. Mais avant de continuer mon propos cet après-midi, qu'il me soit modestement permis de vous dire, au nom du comité d'organisation et au nom du parti, merci à vous tous d'avoir honoré de votre présence cet historique conclave de notre jeune parti, le NPR, quand on sait les nombreuses et importantes charges qui sont les vôtres. Mesdames et messieurs, honorables invités, une voix plus autorisée, naturellement celle du président du parti, viendra à cette tribune dans les instants qui suivent pour véritablement vous situer le contexte, le cadre du rassemblement de cet après-midi. Pour ma part, au nom du NPR et de son président fondateur, le Dr Blaise Pascal Lobo, au nom de ses militants et militantes, et au nom de toutes les représentations du monde, je me contenterai de vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence. Honorables invités, mesdames et messieurs, étant donné que dans cette salle, il y aura sûrement des personnes de confessions religieuses différentes, je voudrais que vous disiez tous merci au Dieu de votre cœur, au Dieu de votre compréhension, pour votre bienveillante attention. Vive le nouveau parti pour le rassemblement. Vive la Côte d'Ivoire rassemblée pour une nouvelle expérience et surtout pour une nouvelle espérance en vue d'un changement véritable pour notre pays. Je vous remercie. Nous allons procéder, avant de continuer les interventions, nous allons continuer avec l'installation du président du mouvement des enseignants NPR, M. Ouattara Olivier. Mesdames, Messieurs, au nom du bureau politique du NPR, dont je suis le responsable, je voudrais, avant toute chose, vous dire merci pour votre déplacement, pour rendre hommage parce que vous avez choisi le combat de la démocratie. C'est mieux que les autres choses, vous le savez. Alors, ce jour est un jour spécial. Vous savez, dans tous les grands politiques, dans le monde politique aussi, l'objectif d'un parti politique, c'est de s'implanter et se mettre au service du peuple, en s'appuyant bien sûr sur les textes fondamentaux qui régissent la République. Donc c'est dans cet élan que mon parti s'est inscrit. Mais comme vous savez que dans toute nation, dans toute république, les vrais porte-voix du peuple, c'est ceux qui donnent le savoir, les enseignants. On a voulu nous appuyer
sur les enseignants. Pour la plupart de nos leaders, c'est les enseignants. On s'est appuyé sur le camarade Ouattara, qui désormais va représenter le mouvement des enseignants NPR, pour que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire où on donne le savoir, dans ce savoir-là soit désormais impliqué le NPR. Le changement, vous avez vu, les gens veulent qu'on change. Chaque chose a son temps. Peut-être que le temps du changement est venu, mais nous voulons le vrai, le changement, le vrai, où les hommes politiques n'ont plus de mallettes pour aller de parti politique en parti politique pour manger. Mais créer au sein des organisations politiques de vrais projets de société au service des peuples africains qui souffrent de la politique africaine. C'est ça. Les politiques africaines où la minorité, c'est même pas la minorité, une poignée, profite et le peuple assiste. Une seule petite partie de la République a profité des richesses du pays. Donc, le VP m'a interpellé. Il m'a dit que pour l'instant, je ne suis pas dans un meeting, mais je suis habitué au meeting. Donc, nous allons poser un acte essentiel, investir notre camarade Olivier Ouattara pour que désormais notre parti rentre dans tous les lycées, rentre dans toutes les universités du Côte d'Ivoire, même s'il n'y en a pas encore beaucoup. Camarade Ouattara, au nom du bureau politique, je voudrais t'investir en ce jour du 22 août 2015 président national du mouvement des enseignants du Côte d'Ivoire, au nom du NPR. Donc allez travailler, préparons l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain. Comme je l'ai toujours dit, il dit cette crise que nous regardons, c'est la fin d'une classe politique fatiguée, qu'il faut renouveler absolument. La jeunesse au travail pour qu'ensemble nous nous asseyons pour construire la Côte d'Ivoire que nous voulons, la nouvelle Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de notre génération. Président national des enseignants NPR, M. Ouattara Olivier nous charge, qui consiste à faire campagne auprès de ses collègues pour implanter le parti. Pour à dire, président de son parti. Monsieur le Président du NPR, nouveau parti pour le rassemblement, M. Blaise Pascal Logo, Mesdames et Messieurs, chers amis, sympathisants et illustres invités, la joie qui nous anime en ce jour mémorable du 22 août 2015 est grande et profonde. Elle est à l'image de l'honneur qui me choisit d'être le porte-parole des enseignants de notre parti, le NPR. Monsieur le Président, les enseignants de Côte d'Ivoire se réjouissent et se félicitent de la création du NPR, dont les objectifs sont entre autres la conquête du pouvoir par la voie exclusive du suffrage. Notre parti, qui se veut patriote et révolutionnaire, dans le sens de sortir des sentiers battus et des clichés figés par amour viscéral du devenir harmonieux de notre pays et des populations qui y vivent, doit étendre sa toile sur tout le territoire national. Notre présence ici est le témoignage de notre engagement à insuffler un nouveau souffle dans la gestion des affaires et du pouvoir d'État dans notre pays. Soyez rassurés, Monsieur le Président, de notre entière disponibilité à vos côtés et de notre attachement aux valeurs et idéaux de notre parti, certes jeune,
en âge, mais vieux et sage dans la pensée et dans les actes. Que Dieu vous bénisse, Monsieur le Président, que Dieu bénisse le NPR, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, notre très cher pays. Je vous remercie. Merci, chers invités. Merci, Monsieur le Président LPR, Monsieur Blaise Pascal Lobo. Je suis conseiller du président Mohamed Koulibaly. Il m'a mandaté de représenter vos cérémonies. Nous sommes en train de finaliser sa candidature, sa candidature. Et il dépose le dossier lundi à 11h. Compte tenu de ce vaste travail qui sont en train de faire au siège, il m'a demandé de le présenter. Monsieur le Président, la restitution, c'est juste rappeler pour dire que c'est toujours se rendre compte d'abord à vos militants qui vous ont mandaté le travail. En deux, la restitution, c'est aussi informer vos amis, les partis politiques, les leaders de l'opinion publique. Sans cela, nous nous réjouissons et nous félicitons. Parce que nous avons beaucoup de choses se passent où lorsqu'on vous confie des missions, à 100%, les missions sont passées dans les tiroirs. On ne fait même pas le point à ceux qui vous ont mandaté. Mais vous avez pris l'engagement d'initiative de restituer ce que vos militants ont confié, leur informer, pour leur dire que voici ce qui va être fait et je viens vous rendre compte. Ce n'est pas permis à tout le monde. Je vous remercie. La cérémonie que nous venons ce matin nous réjouit, nous, à leader, parce que nous sentons aujourd'hui une nouvelle classe politique. Nous autres, on ne fait pas de la politique. Moi, je ne suis pas politicien, je suis comptable de formation. Dans mon petit coin, je suis assis. Mais j'ai fait de la politique aujourd'hui parce que la politique ne bouge jamais faire. Parce qu'en voyant ce qui se passe, chacun de nous est obligé de passer l'engagement et de passer la responsabilité. C'est pas aujourd'hui, nous autres s'engagent. Sinon, vous allez voir des écrans, des jamais. Aujourd'hui, vraiment à leader, nous vous soutenons. Et comme l'hirondelle ne fait pas aller seul le printemps, nous disons qu'aujourd'hui, le président Mohamed Koulibaly a essayé de contacter plusieurs partis politiques. Le CLC. C'est pour vous dire que nous sommes en avance. Et en même temps, nous devons aussi faire passer un message parce que là, nous sommes à la veille des élections présidentielles d'octobre 2012, 2015, vous m'excusez, et il souhaiterait pour une Côte d'Ivoire démocratique que la CI soit acceptable par tous les partis politiques.
soit acceptable à tous les partis politiques. Aussi que les médias d'État soient aussi à la disposition des partis politiques. Et enfin, les candidats qui iront dans les différentes localités soient aussi en sécurité, sans oublier la liste électorale. Alors, c'est le mot et c'est le message. Que Dieu bénisse LPR, que Dieu bénisse la partie. C'est le moment, c'est le temps choisi d'écouter et de comprendre le message que le président Blaise Pascal Lobo veut passer ce soir à tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, ou ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Après les discussions qu'ils ont eues dans leur parti politique depuis hier, ils ont travaillé durement, ils ont sorti des conclusions. Nous allons écouter ces conclusions et nous allons apprécier. Je voudrais inviter ici ce pupitre, là où il est, et demander à l'Assemblée de prêter attention. Je voudrais saluer tous les représentants des partis politiques dans cette salle. Je voudrais saluer la presse nationale qui s'est déplacée, RTI, la presse écrite. Et je voudrais saluer la sécurité nationale, la police, qui est venue nous aider à maintenir l'ordre. Je voudrais saluer la jeunesse de Côte d'Ivoire. Vous savez, il faut savoir reconnaître les efforts de chacun. Parce que la lutte que nous menons à Paris surtout, c'était du vrai bénévolat. Parce que souvent, sur le terrain ici, certains faisaient des projets et allaient chercher un financier. Mais dans la diaspora, les financiers là, c'est nous-mêmes. Quand vous voyez un leader de la diaspora dans une grosse voiture, ce n'était pas une voiture de la lutte, mais c'était une voiture de son salaire. Toutes les grandes manifestations que nous avons organisées à La Haye, il n'a pas menti. Nous étions deux en 2008 avec mon chef de cabinet, Obia, qui est là en noir, à occuper la CPI, à exiger la justice pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que le 18 avril 2003, on venait de reconnaître la compétence de la CPI. Donc, nous avons jugé bon d'interpeller la conscience ivoirienne afin qu'une main courante soit déposée auprès de la Cour pénale internationale. Parce que quand même, dans la nuit du 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire avait été agressée. Il y a eu des morts, il y a eu des ministres assassinés, il y a eu des généraux assassinés. Mais quand c'est comme ça, et qu'après, on a le réflexe de reconnaître la compétence de l'institution judiciaire, la CPI, on va au moins déposer une main courante pour dire que notre pays a été agressé, même s'il n'y avait pas eu de mort, de façon courante, dans le quartier, notamment.
des agresseurs rentrent dans votre maison, ils cabriolent les fenêtres, ils rentrent, même s'ils ne prennent rien dans votre maison, le lendemain, allez-y informer la police. Et c'est ce que nous avons fait. En 2008, en 2009, en 2010, il n'y avait pas encore de 11 avril quand nous occupions. Pour ceux qui pouvaient faire les recherches, Blaise Pascal Logo et la CPI. Parce qu'on dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Mais au NPR, au COPACI, nos traces là sont à la haie. C'est ça. On n'avait pas été écouté. Si une plainte avait été déposée en 2008, en 2009, en 2007, ou bien même en 2004, puisque nous avons reconnu la compétence de la CPI le 18 avril 2003, s'il y avait une autre deuxième plainte qui s'est déposée en 2011, on allait commencer par la première plainte. Et puis on allait voir qui on allait condamner, parce qu'il y a quand même une plainte, et après il y a eu des morts. Nous l'avons exigé, et nous l'assumons, et ça fait partie des traces de notre jeune parti. Vous savez, tout à l'heure je l'ai dit, je n'étais pas encore en meeting, mais moi je suis habitué à mon meeting. Mon chef de cabinet, quand il y a une organisation officielle, il me dit toujours un discours. Mais il me dit, mais président, je sais que tu ne vas pas le dire. Il dit, non, de temps en temps, je vais lancer un coup d'œil. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui dans un tournant décisif de son histoire. Et cela s'impose que dans tous les partis, qu'il y ait de conclaves pour réfléchir, pour savoir comment on passe ce virage. Après 2010, 2011, le tissu social est déchiré, atteint profondément. Ce n'est pas moi qui le dis, parce que des gens, des Ivoiriens ont été désignés pour réconcilier les Ivoiriens. Si on a désigné des gens pour réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y avait fissure. Aujourd'hui, on voudrait qu'on marche vers des élections. Mais un tissu social déjà déchiré, dans ce tissu-là, est-ce qu'on pourrait coudre une belle robe qui pourrait embellir la femme ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire? Jamais. Mon parti a été le premier, quand Hélène Le Gall, chargée des affaires africaines auprès de l'Élysée, me recevait. Je lui ai dit, dans mon pays, avec la situation que je connais, on ne peut pas organiser des élections apaisées. Jamais. Pourquoi dans ce pays-là, maintenant, on ne peut pas organiser des élections apaisées? Parce que le désarmement qui était prévu en 2010 n'est pas fait jusqu'aujourd'hui. Dans une république normale, les différentes institutions ont des responsabilités, les ministères aussi. Dites-moi, les dozos dépendent de quel ministère? Donc s'ils continuent d'agir de façon visible dans notre pays avec des fusils, c'est de façon illégale. Pour ça seulement, nous ne devons pas les élections. Ça c'est vrai. C'est pour ça que j'ai salué la police qui est dans la salle. De façon. J'aurais refusé qu'on me ramène des deux autres pour assurer ma sécurité. Jamais. Parce qu'ils ne sont pas reconnus
dans ce rôle-là par notre République. Moi, mes choses sont claires. Très clair. C'est pour ça que depuis, moi je ne suis pas les politiques qui changent de parti. Sinon, à son temps, j'étais quand même bien parti pour être un fonctionnaire du FPI quand il était au pouvoir. Parce que mon parti est proche de son idéologie, parce que nous sommes tous de la gauche. Mais je ne lutte pas pour avoir de l'argent. C'est pourquoi je n'en ai pas d'ailleurs. Si à Paris, vous me voyez dans ma voiture, c'est celle que moi-même j'ai achetée. Ce n'est pas l'argent de la politique, ce n'est pas l'argent du business, non. Parce que notre génération a une mission. Et tant que cette mission n'est pas exécutée comme il se doit, mais on va continuer à souffrir. C'est pour ça, à toute rencontre, j'ai dit aux jeunes, quand vous allez sur mon mur, ces jeunes de Côte d'Ivoire, prenons nos responsabilités. Tant que nous ne prenons pas nos responsabilités, les grands frères, depuis 1946, vont continuer à nous marcher là-dessus. Mais comme dans la fonction publique, en politique aussi, il y a une retraite. C'est ça la démocratie. Quand on dit notre constitution, dans l'article 35, c'est pas moi qui écris. Parce qu'il y a un monsieur, un jour comme ça, j'ai dit, il faut qu'on respecte l'article 35 qui vient sur mon mur, et puis s'attaque à moi. Il a dit, mais Longo n'est pas l'auteur de l'article 35. C'est pas à Longo qu'il faut s'attaquer, mais c'est à l'article 35 lui-même qu'il faut s'attaquer. Et les voies pour s'attaquer à cet article-là sont tracées dans la Constitution. On dit on peut changer l'article 35, on peut le changer. Et la voie est visible dans notre Constitution. La voie référendaire. Robert Gueye l'a fait. Ça veut dire que n'importe quel président pouvait le faire. Comme l'article est valide, il n'est pas abrogé. Il est encore promulgué. Il faut absolument l'appliquer. Après 2011, on a pu dans ce pays organiser malgré tout des élections législatives. Et les organisateurs de ces élections les ont remportées. Les ont remportées, pardon. Après ça, nous avons encore organisé des municipales. Et les organisateurs de ces élections les ont remportées. Après ça, nous avons organisé des conseillers municipaux. Et les organisateurs de ces élections les ont encore remportés. Donc, naturellement, si on est politique, on pouvait organiser un référendum et puis on pouvait encore le remporter. Si on a oublié ce côté, ça veut dire que il y a un problème. Et notre parti ne peut pas accepter d'aller à des élections dans le dos de notre constitution. Je voudrais comprendre certaines personnes qui ont dit nous avons pris les armes parce qu'il n'y a pas assez de démocratie dans notre pays. Il faut le comprendre parce que ça arrive partout. Il y a eu la Révolution française. Le 14 juillet, il y a un monsieur qui m'appelle, il dit ah, bonne fête de l'indépendance. Il a dit mais le 14 juillet ne renvoie pas à l'indépendance, la France n'a pas été colonisée. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille par les révolutionnaires français qui voulaient que les choses changent. Donc si nous avons fait, nous, notre révolution par la voie armée, pour la démocratie, pour le retour de la démocratie,
Est-ce qu'il y a plus démocratique que l'application des textes qui régissent une république? Moi, je m'en fous de ceux qui courent à la CEI pour aller déposer des candidatures. Parce que moi-même, un jour, quand les conditions seront réunies, je serai candidat à la présidence. Mais quand on crée un parti politique, ce n'est pas pour suivre les autres partis politiques. C'est parce qu'on a un projet de société à défendre auprès du peuple de Côte d'Ivoire, ou bien de tout peuple. C'est ça notre objectif. Tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai dit cette guerre que nous traversons image la fin d'une génération d'hommes politiques qui fatigue notre génération depuis longtemps. Mais si on ne respecte pas l'article 35, mais les grands frères n'ont jamais parti, parce que dans l'article 35, il y a aussi la limitation d'âge pour être candidat. On ne peut pas accepter. Ça veut dire qu'à 90 ans, ils vont être là. Voilà des gens que Bill Clinton a trouvés. Il est parti, ils sont là. Après, Bush père, Bush fils est venu. Ils sont partis à la retraite et ils sont là. Obama est venu les trouver, ils étaient même contents. Oh, un Africain. Mais il va bientôt partir. Et ils sont là. Nous devons les aider à partir. La parole, l'arme de la parole, la force de la parole, c'est celle qui a construit l'univers. On n'a pas besoin forcément de Kalachnikov pour changer un pays. Moi, mon parti veut que notre constitution ne soit pas touchée. Nous, au niveau européen, nous avons déjà pris nos dispositions. Si on valide la candidature de quelqu'un, le Conseil constitutionnel doit nous expliquer par quel miracle il a fait. Parce que un texte juridiquement qui n'a pas changé depuis 2000 à 2005, s'il m'empêche moi Logo d'être candidat, ça veut dire que ce même texte-là va m'empêcher moi Logo en 2010. Si en 2010 on s'est assis pour dire bon, comme il y a des gens qui ont pris des armes, il nous faut une concertation pour apaiser la situation. Il y a eu un communiqué qui a sanctionné toutes les rencontres qui ont eu lieu. C'est le seul pays qui a négocié pendant 8 ans. Togo, Accra. Non, Togo du Togo, on allait à Makoussi. De Makoussi, on est venu Accra 1, Accra 2. De Accra, on est parti à Pretoria, Pretoria 1, Pretoria 2. De Pretoria, on est parti à Ouaga, Ouaga 1, Ouaga 2, Ouaga 3, Ouaga 4, Ouaga 7. Mais malgré qu'on ait fait Ouaga 7, les problèmes n'étaient pas résolus. Parce que les organisateurs, la dernière fois, moi j'ai dit que les élections de 2010 étaient des élections anticonstitutionnelles. Et quelqu'un s'est attaqué parce que eux, quand tu luttes avec eux dans la rue, ils ne veulent pas que tu réfléchisses. Ils veulent que tu suives comme un mouton, mais Logo n'est pas un mouton. Je lui ai dit oui, c'est moi qui ai demandé, qui ai dit que les élections de 2010 étaient des élections anticonstitutionnelles. Donc, quel que soit le président qui les aurait gagnés, était un président anticonstitutionnel. Pourquoi je l'ai dit? Notre constitution, à son article 38,
dit que lorsque une partie du territoire est sous occupation, on n'organise pas des consultations générales. C'est ça qui a fait qu'on est dans cette situation. Parce que quelqu'un a un fusil à main et tu vas aux urnes avec lui. Mais tu lui as pas posé la question, mais quand on va aux urnes, c'est le bulletin qu'on a, on ne va pas avec les armes. Donc voilà un peu les situations dans lesquelles le pays est. Mais notre génération ne doit pas baisser les bras. Il faut mener le combat, le vrai combat du changement. C'est pour ça que nous sommes rentrés à la CNC, dont mon parti est signataire. Parce qu'il y a le mot, le concept changement à l'intérieur du cycle CNC. Mais le changement que nous voulons là, ce n'est pas le changement de suivre les gens. Ce n'est pas le changement de suivre les gens. C'est pour ça, moi, je lance un appel vibrant à tous les partis politiques membres de la CNC que le texte que nous avons ratifié, là, il a un contenu, il faut qu'on respecte. Sinon, mon petit parti et mon jeune parti, c'est pas un petit parti. Parce que ici, s'il y avait des grands partis, on serait déjà sorti des crises. Tous les partis sont fissurés. Donc les cafards sont rentrés. Aujourd'hui, on ne sait plus qui fait quoi. C'est ça. Et ce qui a fissuré ces partis-là, ce sont les billets de banque. Et du coup, la grande gauche qui devait résister contre l'occupation, suit désormais les billets de banque. Mais ça, ce ne sont pas des grands partis. Si on était unis, on allait s'asseoir autour d'une table pour discuter. On nous a divisés pour nous bâillonner. Même au sein de la CNC, il y a des cafards. Parce que les murs sont fissurés. On regarde, mais on ne dit rien. Et en même temps, nous, on s'en fout. CNC, là, c'est nous, on est rentrés. Si l'esprit à l'intérieur n'est pas bon, on sort. Parce que le directoire nous a proposé une charte. Et c'est cette charte-là que nous avons lue, que nous avons appréciée, et puis nous avons apposé notre signature pour engager notre parti dans la CNC. Au nombre de ces points, je vais en citer quelques-uns. La libération sans condition des prisonniers politiques. Le retour sécurisé des exilés. La révision des listes électorales. Et la refonte totale de la CEI. Tant que ces différents points qui nous ont émus, que nous avons trouvés responsables, ne sont pas revus, les élections de 2015, mon parti n'en est pas concerné. Jamais. Parce que mon parti n'a pas envie de cautionner une mascarade. On n'en a pas envie. En 2010, on était jeunes, Copassi, courant de pensée d'Action de Côte d'Ivoire. Nous avons dit non aux élections sans désarmement. Moi-même, mes propres amis m'appellent, oh, tu es en train de déranger Bako. S'il dit ça dans son plan, il dit, mais c'est un mauvais plan. Même si tu es un grand frère, mais c'est un mauvais plan. Parce que dans tous les accords qui ont été signés, il était marqué noir sur blanc qu'il faut le désarmement des rebelles avant toute consultation électorale. Vous pouvez lire tous les accords qui ont été signés.
je lance un appel. Les grands frères peuvent aller déposer leur candidature, parce qu'ils ont tellement envie de devenir président. Il y a certains qui sont pressés parce que dans l'article 35, c'est 75 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne va pas vite, ils ne seront plus jamais candidats. Ça, c'est leur vrai problème. C'est pour ça, même si les conditions ne sont pas réunies, ils se pressent pour aller déposer des candidatures. Parce qu'ils ont déjà 65 ans, 70 ans. En 2020, ils sont disqualifiés. C'est pour ça que je demande à la jeunesse. Parce que 2020, là, il ne va pas de 2020 de l'émergence. Hein. Mais 2020 qui va venir après 2019, là, c'est de ça que je parle. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'émergence? Est-ce que vous-même vous savez ce qu'on appelle l'émergence? Avant d'émerger, il faut qu'on donne d'abord des pistolets à nos policiers pour qu'ils combattent les démocrates. Vous voulez que les policiers se battent avec des jeunes qui ont des machins depuis ils n'ont rien? Donc quand ils voient les jeunes, ils fuient. C'est tellement normal. C'est la seule république au monde. Moi j'ai voyagé, vous voyez. J'ai voyagé. C'est la seule république au monde où le policier qui est chargé d'assurer la sécurité des citoyens est lui-même désarmé. C'est quoi ça, tout ça? C'est du désordre. Parce que est-ce qu'un de trahir son mari, il peut poursuivre un voleur? Souvent je m'assois et je me pose des questions et je dis mais on est dans quoi même là? On est dans quoi? Mais c'est pas possible. Parce que la République, c'est de Platon. Je ne parle pas des républiques bananières. Parce qu'une république qui ne peut pas défendre ses citoyens n'est pas une vraie république. Donc l'émergence, avant qu'on ne parle d'émergence, il faut que mes frères même arrivent à manger. Le pays est cher. Mon ingé, il est là. En 2 jours, j'ai échangé 500 €, ça fait à peu près 300. En 2 jours, je n'avais plus rien. J'ai dit, mais à Paris, je ne peux pas dépasser 500 € même en 2 semaines. Mais dans notre pays là, où les gens n'ont rien, personne ne travaille, les jeunes sont au chômage, et puis le pays est cher. Souvent, je me demande quand j'arrive dans un restaurant où on dit le poulet, hein? Le poulet. Quand tu demandes, madame, je veux manger un poulet de combien? Elle dit 4500. Elle dit quoi? Mais le poulet à Paris, il a 1 €. Même souvent en dessous d'1 €, donc 500 francs. Français, oui, chez les blancs. Donc quand tu arrives à Paris, les gens qui viennent de l'Afrique, qui arrivent au premier repas, on te fait un gros poulet avec des frites. Tu te dis, oh mais les gens ils sont trop gentils. Le lendemain encore, le soir, madame revient, elle rechauffe un gros poulet avec beaucoup de frites. Tu dis, non, tu appelles la frite, tu dis, mais là, je suis gâté ici, les gens ils sont trop gentils. Si tu n'as pas de passage, tu ne vas pas voir la vérité. Mais si tu es parti pour rester, une semaine après, tu vas te poser la question, mais pourquoi toujours ces poulets-là? On va te dire, avance sur le marché, tu vas voir son prix. C'est ça. Un pays qui veut émerger, il donne d'abord à manger. Parce qu'un sac vide ne peut pas se tenir debout. Un pont, c'est pas de l'émergence. Et puis un pont auquel la Côte d'Ivoire a droit, même beaucoup même, normalement. C'est quoi ces histoires? Il y a un monsieur qui est parti au Maroc.
Il arrive au Maroc, il voit des métros partout, le transport assuré, tout. Il dit, ah, vraiment, la Côte d'Ivoire va émerger comme le Maroc. Puis le Marocain qui est à côté, il dit, mais nous ne sommes pas émergés. Nous sommes un pays sous-développé. Voilà. Quand les gens courent, ils arrivent au Maroc, ils pensent qu'ils sont dans l'émergence. Non, le Maroc n'est même pas un pays émergent. Très loin, mais quand tu arrives chez eux là, tout est propre. On ne peut pas émerger là. Nous avons mis pratiquement 1h30 pour arriver ici. De Angré jusqu'à là, 1h30. Les embouteillages vont retarder l'émergence. Chers camarades, vous savez, souvent moi j'ai dit des choses, mais après quand j'ai dit là ça vient. C'est pour ça, quand je suis arrivé en 2008 à la CPI, les gens à qui j'ai dit faisons attention, parce que cette affaire, ça va se terminer par la CPI. Mais souvent, je vais les saluer. Et puis eux-mêmes, ils savent que j'avais dit. Donc, mon parti, pour qu'on aille à des élections, pas en octobre là, c'est en octobre normalement, pour tout pays sérieux, en octobre là, il ne doit pas organiser des élections. Quand l'opposition va à Koroko, et puis on les frappe. Mais comment on va pas de campagne? Ça veut dire qu'il y a des zones où certains candidats n'ont pas le droit d'aller. Mais ça, c'est encore des gens qui sont là capables, mais les questeurs qui vont être assis autour de leurs urnes là. Mais ça va se passer comment? Mais on dit les gens ont déposé les candidatures de mots. Quelqu'un a trahi, c'est dit personne n'a trahi quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle l'acte de déposition de candidature auprès de celui qui fait exécuter ou bien qui exécute la loi. Donc quand un dossier est incomplet, parce que quand tu vas passer un concours, il y a ce qu'on appelle la liste des dossiers à fournir pour que tu sois candidat, pour que tu sois accepté dans la salle où on doit composer. Mais sur la liste là, si tu n'as pas donné d'extrait de naissance, ils vont rejeter ta candidature. Mais tu as quand même déposé ton dossier. Il est rejeté. Si dans le dossier, on dit après toi-même ton extrait de naissance, il faut le certificat de nationalité de ta maman. Mais si le certificat n'est pas là-bas, on appelle ça aussi dossier incomplet. Donc on rejette. Et puis on passe au dossier suivant. Si tu as fourni un dossier dans lequel tu as 85 ans, ça passe pas. On dit ça passe pas. On le rejette et puis on passe au dossier suivant. Ce n'est pas de l'immoralité, ce n'est pas de la xénophobie, mais ça, on appelle ça la loi. La loi pour tous, tous pour la loi. Les images existent, je n'ai pas créé Internet, mais tapez Blaise Pascal Lebeau au Vatican, vous allez voir. Sur Internet, sur Google, sur n'importe quoi. Parce que moi, quand je prends ma position, je m'en fous du reste. Et je voudrais que nos jeunes agissent comme ça. Et je voudrais que notre génération agisse comme ça. Sinon, le changement, là, ça ne va pas venir. Parce que les grands frères, et ils ont leurs intérêts. Beaucoup, je me promène dans le quartier là-bas. Tu vois, les gens, ils construisent de grosses maisons. De grosses maisons. Souvent, 12 chambres. Quand tu vois la maison, tu te dis, mais où est-ce que le monsieur a eu de l'argent pour faire ça? Et souvent, ça devient inachevé parce que, à un certain moment, le Dieu où ils prenaient, ils ont fermé. Donc, il ne peut plus t'aider la maison. La maison le regarde, il regarde la maison. Et puis, ça devient un nid
de voyous qui mettent en sécurité les gens qui ont construit leur maison honnêtement. Vous comprenez? Si il arrive qu'on aille au pouvoir, nous allons voter une loi et informer le peuple que celui, on donne un an, celui qui n'a pas terminé dans sa maison, on va la rendre à celui qui a encore. Parce que, vous savez, en Europe, quand tu vends un terrain, on te donne un permis de construire. Début des travaux, fin des travaux. C'est pourquoi quand tu vois le blanc commencer sa maison, c'est que c'est déjà terminé. Mais les gens construisent des châteaux avec de l'argent volé, souvent. Mais si là où ils volaient, quand on ferme, la maison reste comme ça. Ça devient un hôtel de microbes. Donc voilà un peu notre parti. Nous sommes un parti de combat. Nous sommes un parti qui lutte pour la démocratie. Nous sommes un parti qui lutte pour la justice. Nous sommes un parti qui lutte pour la liberté. Parce que c'est ça. Ce sont ces valeurs qui fondent une république. Ce n'est pas manger. Les gens, tu les vois depuis 1946, ils mangent. Lui-même, il crée son propre parti, il laisse, ça va sur le parti de son ami parce que là-bas, il fait beau. C'est quoi ça, tout ça? Donc, tu crées un parti quand même. Ou bien tu dissous carrément le parti, mais tu le laisses dans les mains des gens parce que là, à côté, il fait beau. Même si on ne sèche pas ses habits là où il pleut. Quand même. Hein, les gars? Parce qu'un homme, il marche, il laisse des traces. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi si tu n'es plus là? C'est ça le combat. Rejoignez, jeunes gens, rejoignez le NPR. Rejoignez-nous, on va grandir ensemble. Sortez des partis où vous n'avez pas de place. Ils ne vont jamais vous donner la place. Quand le parti ne mange plus, ils vont vous laisser ça dans les mains et puis ils vont partir même ailleurs. C'est pour ça une maison que tu n'as pas construite n'est pas la tienne. Moi, quand je parle, c'est en toute liberté. Si tu veux, il faut faire ce que tu peux, mais moi j'ai fini de parler. Sinon, les gens disent, oui, mais à Paris, c'est parce qu'il y a la sécurité là-bas que vous parlez. Mais moi, je n'ai pas commencé à Paris. Hein. Je suis un fruit du lycée scientifique de Yamoussoukro, où j'ai fait le bac en 1993. Après ça, j'ai été la première promotion de l'université de Bouaké. J'étais dans la même classe à elle et Navidière. Mais pendant ce temps-là, il y avait Fession du terrain. Les gens pensent que parce que tu es allé en Europe quelques années en même temps, c'est fini. Non. C'était déjà dans le corps. Sinon, les gens qui sont partis à Paris pour aller se chercher la lutte pas, quand tu leur dis quoi, tu vas dire, ah, c'est ça, on a laissé avant qu'on est venu ici. Pourquoi vous ramenez dans ce mauvais rêve-là? Mais quand tu aimes ton pays et tu es patriote, en tout moment tu parles. Sinon les policiers de la haine, c'est comme ça. Sois les plus méchants. Mais quand nous on est là, les gens ils savent où on est là. Nous on dit ce qu'on pense. On dit ce qu'on pense de Chirac. On dit ce qu'on pense de Sarkozy. Même quand il était encore au pouvoir. Et c'est nous qui avons fait chuter le pouvoir de Sarkozy.
Parce que entre Hollande et lui, il y avait 1, quelque chose. Sinon, Hollande, Sarkozy allait passer encore. Quand ils ont donné le soir le résultat, ils ont dit, mais Dieu est fort. Parce qu'il y avait la diaspora. Nous avons mobilisé nos enfants. C'est nous-mêmes qui avons refusé la nationalité française. Mais nos enfants sont français. Nous avons mobilisé tous les jeunes noirs. Il faut abattre Sarkozy. Et les 1,% qui étaient entre lui et puis Sarkozy avec Hollande, c'était les voix de la diaspora. On dit Hollande est venu, Hollande n'est pas en train de faire le travail, Hollande est en train de travailler. Hollande est en train de travailler. Un chef d'État ne répond pas aux rumeurs. Quand un chef d'État répond à quelque chose, c'est qu'il sait d'où ça vient. Donc quand un chef d'État est en train de faire son discours, regardez-le. Parce qu'un chef d'État ne répond pas aux rumeurs Yopougon. Quand il répond à quelque chose, pas de tradition. C'est parce qu'ils savent d'où ça vient. Il faut défendre la loi. Quand on s'est battu pour la loi, on respecte la loi. Quand on s'est battu pour la démocratie, on respecte la démocratie. C'est ça le choix de mon parti. Je ne suis pas venu à la CNC, j'étais à la réunion avec, vous savez, dès que tu signes, tu es membre du directoire. Donc j'étais en réunion et je leur ai dit la position de mon parti est qu'on ne parte pas aux élections, comme l'a souhaité le FBI. Parce que c'est ça dit la charte. On ne peut pas aller aux élections. S'ils veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Mais nous, on connaît déjà le score. Nous, on connaît déjà le score. Parce que des équipes qui vont jouer, et puis l'arbitre est à gauche. L'entraîneur à gauche. Tout le monde à gauche. Mais c'est qu'il n'y a pas match. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas partir. Parce que ce n'est pas ça la démocratie. J'interpelle tous les grands frères qui déposent les candidatures. On vous interpelle. Parce que l'idée de la CNC est venue de vous, hein? Donc on vous regarde. Si vous avez violé ce que vous-même vous avez mis à notre disposition, que nous avons apprécié, et que nous avons ratifié, et que nous avons signé, s'il y a quelque chose, vous êtes responsables. S'ils veulent, ils n'ont qu'à me radier de la CNC. Mais j'ai signé cette charte-là parce que le contenu me plaît. Donc il faut que le contenu d'en soit. C'est ça la position de mon parti. Et puis j'assume mes propos. C'est pour ça que j'ai pris l'avion pour venir. Les gens disent non, Lobo, comme il n'y a pas trop de sécurité, il faut faire une vidéo à partir d'ici. J'ai dit non, non. Ils m'ont dit mais Lobo. Ils m'ont dit mais Lobo, toi c'est parce que tu es en sécurité là-bas que tu fais les vidéos. Voilà. C'est mieux, non? Maintenant, après, ce qui peut arriver, ça peut arriver. Parce que l'histoire d'une personne est tracée comme ça. On ne peut pas changer ça. Si on dit tu dois venir au pouvoir par les urnes, tu arrives par les urnes. Si on dit, ton histoire dit tu dois arriver au pouvoir par les armes, tu arrives par les armes. C'est ça l'histoire des gens.
Mais en même temps, si tu arrives par les urnes, ça fait partie de tes traces. Et c'est ce qu'on retient de toi. Si tu viens aussi par les armes, ça fait partie de tes traces. Et c'est ce qu'on retient de toi. Si tu veux même, il faut construire tout les faits. Parce que le sang humain n'a pas d'équivalent. Le sang humain versé n'a pas d'égal. C'est ce que ça veut dire. Donc, je ne vais pas vous prendre d'otage. Il y a la presse qui est là. S'il y a quelques journalistes qui posent quelques questions, je suis très ouvert. Mais en même temps, je voudrais qu'on retienne de nous ce soir, c'est-à-dire NPR, que tant que les conditions démocratiques ne sont pas réunies pour une élection apaisée, nous ne sommes pas concernés par ces élections parce que nous n'avons pas envie de cautionner la mort de nos concitoyens. Amen. Voilà, mais je ne suis pas armé. Je vous remercie. Notre position est claire. Et cette position, c'est laquelle? C'est que quand les conditions pour une élection démocratique et apaisée ne sont pas réunies, naturellement, on reporte l'élection. Mais si pendant cette période, il n'y a pas de consensus politique, c'est-à-dire il n'y a pas de table ronde qui est organisée, à partir de ce moment, on arrive à quelque chose qu'on appelle une transition. Parce que à partir du 25 octobre, le président qui est élu depuis octobre 2010, son mandat est terminé. Donc il ne peut pas continuer à gouverner comme ça en ne tenant pas compte des règles constitutionnelles. Donc mon parti s'inscrit dans cette voie justement. Il faut une transition pour organiser des élections. Si les conditions sont réunies, mon parti sera au présidentiel. Voilà. Et sera président. Et bon, comme les jeunes sont là, s'ils veulent le changement, on aura le changement. Mais si les jeunes veulent toujours les hommes à la mallette, on les aura toujours au pouvoir. Amen. Voilà, donc nous sommes d'accord avec une transition en Côte d'Ivoire ici, pour créer les conditions, c'est-à-dire revoir les listes électorales, revoir la CEI, revoir qu'est-ce que je voulais dire encore? La sécurité de tous ceux qui veulent être président en Côte d'Ivoire, il faut qu'on ait la même sécurité. Voilà. Maintenant, si à cause de ça, ils veulent créer deux NPR, mais je serai le président de deux NPR. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est venu à la mode. Ouais, c'est ça. Je vous remercie. Nous, on n'est pas concernés. On nous a invités autour d'un repas que nous trouvons empoisonné. On dit que ça ne nous intéresse pas. Donc, naturellement, j'ai demandé à mes amis de faire comme s'il n'y a même pas d'élection en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que les revendications qui ont été déposées sur la table de l'exécutif par la coalition à laquelle j'appartiens soient résolues. Donc, à notre niveau, il n'y a pas de problème. Et puis, pour revenir à l'implantation du parti, ce n'est pas aujourd'hui. Nous étions nés comme mouvement de la loi 2001, en 2001, Copassi, courant de pensée et d'action de Côte d'Ivoire. Nous sommes devenus parti politique en 2009, sous l'appellation toujours Copassi. Mais à chaque fois qu'il y a eu des événements, on a toujours été là. Nous avons organisé le premier congrès, après avoir changé de nom, le 19 avril 2014, à l'hôtel Pullman. Donc nous sommes sur le terrain. La preuve, moi je viens d'arriver, mais quand même il y a des gens sur place là qui travaillent. Donc le parti est là. Un parti, ce n'est pas, c'est un esprit.
C'est d'abord un esprit. Vous avez vu, les gens ont pris Bako, il l'a enfermé à la CPI, et puis son esprit est toujours là. Oui, ouais, c'est la bonne. Moi, je peux partir, mais nous sommes en train d'accoucher un esprit. Même si je ne suis pas là, l'esprit va continuer à travailler. C'est pour ça que j'ai interrogé les jeunes, c'est pour ça que je demande aux jeunes de nous rejoindre, parce que c'est eux qui assurent l'avenir d'un parti politique. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes là. Bon, ce que j'ai dit aujourd'hui, je continue de le dire à partir de l'Europe. Parce que je ne sais pas, ce serait absurde qu'un parti signataire de la CNC parte à ces élections-là sans compromis. Parce qu'il faut qu'on s'asseye pour discuter. On ne va pas à des élections déjà gagnées. Ceux que vous voyez qui sont en campagne là, parce qu'on doit leur donner de l'argent, qui font ça. Sinon, si on n'a pas donné de l'argent à quelqu'un, il ne peut pas être absurde d'aller en campagne en ce moment. Les gens ont reçu l'argent. Donc la politique là-même, ils s'en foutent. Ils veulent accompagner seulement pour que l'argent qu'on leur a donné là soit justifié. Et vous allez les voir, ils vont en campagne. Ils font des cas, ils remplissent pour donner l'impression au monde entier qu'ils sont un bon candidat, qu'ils sont un vrai candidat. Or, en réalité, le peuple le regarde parce qu'il a faim. Voilà. Je vous remercie.